Devant la presse, hier, le président de la République s'est prêté au jeu de questions-réponses. Il a parlé aux Congolais via la presse congolaise. Il était courtois, drôle, détendu, comme dans son habitude. Mais également, il était moins agressif qu'on l'a vu dans la campagne quand il s'agit de la question du Rwanda, par exemple. Il était intrusif quand on a parlé des dossiers Stanis Boudjaguera. Il était un peu méfiant de la qualité du service de la justice et il était désintéressé du débat juridique quand on a parlé du problème de cumul et de l'incompatibilité des fonctions. Cette émission sera consacrée à l'analyse des propos du président de la République, de son point de presse. Et pour le faire, j'ai l'honneur de recevoir pour vous M. Manix Iyenda. Il est juriste, il est également communicateur de l'Union Sacrée. Il va le confirmer si je dis des bêtises. C'est avec lui qu'on va passer 45 minutes ou 50 à analyser, à décrypter les propos du président de la République face à la presse congolaise hier. M. Manix, bonjour. Bonjour, monsieur Eli. Comment vous allez? Ça va très bien, on s'accroche. C'est un plaisir. Une Sentiment première partagé. dans Éco-Télévision, dans Choc d'idées, pas du tout. J'ai le plaisir de vous recevoir. Alors, on y va tout de suite. Le président de la République, à 32 jours de son deuxième mandat, il a décidé de parler aux Congolais via la presse congolaise. On le lui a beaucoup reproché. Il parlait généralement à la presse étrangère. Vous qui étiez sur place, je vais d'abord recueillir vos sentiments et vos impressions. Le président de la République a parlé en tant que garant de bon fonctionnement de la République. Il a parlé en tant que symbole de l'unité nationale. Il a parlé en tant que commandant suprême, magistrat suprême. Au-delà même de son statut du président de la République, Félix Tshisekedi a parlé comme un chef de l'État. C'est lui qui est placé à la concavité du pouvoir national, au-dessus de la mêlée, parce qu'il est président de la République. C'est lui qui est le donneur d'impulsion, les dépositaires de la vision même en ce qui concerne la gestion de la chose publique de l'État. Le président de la République était également attaché aux valeurs républicaines, notamment les valeurs de la continuité de l'État, qui est une valeur fondamentale pour la gestion de l'État. Et bien au-delà de cela, il était aussi attaché de manière indélébile à la valeur des redevabilités, parce qu'il faut rendre le compte au peuple congolais pour qui l'on a reçu mandat. Vous vous souviendrez que le président de la République, il n'y a pas quelques mois passés, vient d'être élu massivement par le peuple qui lui a à nouveau conféré le pouvoir de gérer la République démocratique du Congo. C'était quand même important que le président de la République essaye de fixer l'opinion nationale, essaye de renforcer notre solidarité, fraternité, concorde et unité nationale. Je vous ai dit, il a parlé comme le symbole de l'unité nationale. C'était un rituel très important dans un contexte démocratique, surtout que notre démocratie est en train de se consolider avec une maturité politique. Après les 4 cycles électoraux en termes d'expérience démocratique, la République démocratique du Congo atteint un degré de maturité aussi avéré. Maturité en termes de comportement et mentalité des acteurs politiques, mais aussi même dans la vie constitutionnelle. Vous savez, il y a quelques jours passés, notre constitution venait de totaliser ses 18 ans de vie constitutionnelle dans un État qui s'est construit par les valeurs démocratiques. Quoi de plus normal que nous soyons de plus en plus attachés aux valeurs républicaines, nationalistes, patriotiques, avec beaucoup plus de responsabilités. Et c'est ce qu'a fait le président de la République. Il s'est adressé avec une certaine souplesse, flexibilité aux journalistes de la République. Il a répondu sans embâche, sans clivage, sans ségrégation politique qui caractérise par moments un certain nombre de journalistes autrefois ballottés au gré de vagues de certaines tendances politiques. Vous avez même vu comment est-ce qu'il a accordé la parole à M. Jean-Marie Kassamba, qui est teinté d'une décoration politique connue. C'est parce que le président est démocrate. Alors, le journaliste. Ne faites pas les procès de la presse. C'est un secret des polichinelles. Non, mais parce que ce procès-là, il est dangereux à faire. Quand vous commencez à faire le procès de la presse, comme quoi ce serait teinté de couleur politique, on peut le faire à l'inverse. Vous savez, le mal, c'est que. C'est un débat sans fin. Le mal, c'est que le Congolais a du mal à prendre ce qui est bon. Vous savez, sous le président Tshisekedi, le Congo inscrit une nouvelle page dans le parcours, je dirais, politique, sociologique, parcours économique, parcours culturel
de notre pays. Il y a des choses que nous voyons avec le président de la République, des choses qu'on n'a pas vues dans le temps passé. Je vous ai parlé de la consolidation du patrimoine démocratique. Il y a eu des pratiques, il y a eu des comportements, il y a eu des actes posés par le président de la République qui marquent effectivement les signaux d'une maturité politique de nos acteurs. Pour besoin de l'histoire, vous savez que le président de la République a répondu positif à un rendez-vous de la CENI ensemble avec ses challengers. Le président de la République a porté son macaron de protocole, il a pris sa photo de famille, il est venu à temps, il a discuté comme tout autre candidat avec ces principes d'illégalité des candidats dans une compétition électorale. Non, mais c'est des choses qu'on n'a pas connues. Ce n'est pas extraordinaire. C'est des choses qu'on n'a pas connues. Ne vendons pas aux Congolais non plus l'extraordinaire, ce qui serait normal. Après, non, mais nous avons une histoire avec ce pays. Vous mesurez à qui, c'est ça le problème. Non, mais nous avons une histoire avec ce pays. Oui, mais il y a eu des gens qui ont dirigé ce pays. Ce n'est pas extraordinaire. C'est des choses qu'on n'a pas connues dans le passé. J'ai envie de vous poser une autre question. Allez-y. Après la question de recueillir vos sentiments, ça fait autant de fois que le président de la République s'est plaint de la justice. On a posé la question sur les dossiers de Stanis, notre confrère Boujaguira, qui est compris en prison aujourd'hui. Moi, j'ai eu peur. Je veux dire, très sincèrement, j'ai eu peur de voir un président de la République, puisqu'il s'est énormément plaint de la qualité de la justice, se permettre devant témoins, devant le monde entier, de dire qu'il va, pour la première fois, fourrer son nez dans le dossier Stanis Boujaguira. N'est-ce pas là une tendance antidémocratique? Parce qu'il se doit, en tant que garant des institutions, des bons fonctionnements des institutions, respecter la séparation des pouvoirs. Donc la question, que va-t-il faire? Va-t-il donner des instructions au juge? Va-t-il donner des instructions au procureur? Que va-t-il faire finalement quand il dit qu'il va s'intéresser personnellement au dossier de Stanis? Vous prenez le président de la République au premier degré et votre lecture de choses est tellement sélective. Vous prenez les choses dans un côté très négatif. Et ça, c'est très dangereux. Je répète ces propos. Non, mais le président de la République reste respectueux de cette valeur que vous avez évoquée. La théorie de Montesquieu, la séparation de pouvoir. Et lorsque le président dit « je ne veux pas interférer au pouvoir législatif, au pouvoir judiciaire », en même temps, la corporation de journalistes de notre pays viendra pour dire « Monsieur le Président, impliquez-vous dans le dossier de Stanis Boujaguira ». Combien de fois le président de la République l'a dit et l'a répété que je ne peux pas s'interférer à la compétence qui est exclusive. Ce n'est pas parce qu'un journaliste pose la question que c'est devenu un argument justificatif. Non, mais attention. La réponse, c'est la responsabilité de la réponse incombe au président de la République. Non, mais le président de la République dit qu'il va. Non, mais le président, moi j'ai été là. Moi j'ai envie de comprendre, il fera quoi exactement? Non, mais le président de la République a simplement dit je veux fouiner dans ce dossier pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais fouiner. Non, mais justement. Le président de la République veut savoir. Il est de rôle du président de la République de fouiner pour savoir ce qui se passe dans les dossiers. Il est le président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il est le magistrat suprême. Il est le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Il est le protecteur de droits et libertés fondamentaux de citoyens. Il est le président de Stanis Boujaguira. Et donc, il a tout intérêt de savoir comment un Congolais est jugé dans sa justice, la justice de son pays. Est-ce le droit de la défense sont respectés? Vous êtes juriste. Est-ce le principe de la présomption d'innocence vous êtes est respecté? Mais je vous suis êtes juriste. Il n'y a rien de compromission par rapport à ce que je dis au regard de ma qualité de juriste. Parce que nous sommes dans un État qui souscrit pour l'idéal d'un État de droit. Et un État de droit, c'est un État qui prône sur le principe de nullum crimen nulla poena sine lege. On ne peut pas condamner quelqu'un en dehors de la loi, en dehors de la procédure. On ne peut pas infliger une quelconque peine sur une personne sans que cela se réfère au texte de la République. Stanis Boujaguira, du moment où il n'a pas encore subi le coup de la décision judiciaire, il demeure innocent au regard du principe de la présomption d'innocence. Et le président de la République voudrait tout simplement savoir si le droit reconnu à Stanis Boujaguira comme un justiciable devant la justice de son pays sont respectés. Et le faire ne fait pas du président de la République. C'est son rôle. Il est dans son rôle. Non, mais le président de la République est dans son rôle de veiller sur le bon fonctionnement. Vous n'oubliez pas que le président de la République, et c'est lui qui nomme et par ricochet révoquer le juge, le magistrat de notre pays. Il a le devoir d'une vigilance permanente pour voir si
La justice fonctionne. Vous n'oubliez pas que le président de la République est le dépositaire des valeurs républicaines. C'est lui qui gère la République, c'est lui la locomotive, c'est lui qui donne le décor de gestion. Et donc, si la justice ne fait pas son travail... Exactement. Quand vous dites, bon, moi, je n'ai pas entendu le mot fouiner, je vous l'accorde tout de même. Quand vous dites que le président de la République va se permettre de fouiner, ça veut dire qu'il va faire quoi? Il va tout simplement savoir comment évolue le dossier. Il va appeler le non, ça c'est vous qui le dites. Et je vous dis des manières très simples. Lui-même. Non, mais moi je vous dis... Non, mais écoute. Encore hier, avant-hier, pour être sincère, il avait appelé le président du Conseil supérieur de la magistrature pour en savoir plus. C'est ce qu'il va faire. Non, mais dans quelle loi de la République, ou citez-moi quelle disposition de la Constitution qui interdit au président de la République de ne pas appeler le président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la Cour de cassation, président de la Cour constitutionnelle ou encore le membre du gouvernement? Dans quel texte? Au-delà de ces principes que vous avez évoqués, la séparation de pouvoir, il y a un autre corollaire que nous devons prendre comme un tempérament. Le corollaire de collaboration permanente entre les institutions. Les présidents de la République, en tant que président de la République, a le devoir de veiller sur l'applicabilité de la justice dans le contexte de notre pays. Et pour ça, le président de la République peut veiller, non seulement pour le cas de Stanis Boujakira, autant pour le cas de tous les autres Congolais qui se retrouveraient dans une situation pareille. Deuxième aspect qui m'a fait peur, encore une fois, c'est quand le président de la République répondait à la question de Mme Élysée Odia. Autour, je répète un peu ce qu'elle a dit, elle, des honorables excellences. La question était, est-ce que le président de la République se sent à l'aise d'avoir violé la Constitution? Il dit qu'il n'a pas violé la Constitution. Il dit une chose ensuite qui m'a fait le plus peur, qu'il est le mieux qui connaît la volonté du peuple. Et pour lui, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et au nom de ça, le président de la République a décidé de refuser, je ne vais pas dire refuser, mais de demander au Premier ministre de son gouvernement, qui est démissionnaire, d'assurer les affaires courantes. Premièrement, au nom du salut du peuple. Deuxièmement, au nom du fait que nous sommes dans une forme, dans une ligne de balai diplomatique, nous sommes dans une ligne de discussion sécuritaire et il ne veut pas des vacances. Ça, sans ordonnance, ça va, beaucoup disent que ça va dans la contradiction de l'esprit de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ça contredit l'esprit du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Le président ne prend qu'un communiqué. Est-ce que vous trouvez que cette allure-là n'est pas un peu monarchiste? Je ne sais pas pourquoi vous avez l'habitude de me poser des questions tendancieuses quand il s'agit du président de la République. Vous avez toujours un côté très nocif, très négatif. Quand on parle du président de la République, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas ça. C'est à moi le devoir de vous répondre à vos questions. Non, mais ne dites pas ça. Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Je vous représente les faits. Ce que je dis, c'est ce qui s'est fait. Je voudrais tout simplement vous dire que le président de la République... C'est un débat qui se passe dans la société. Allez-y. Mais vous ne pouvez pas autant confirmer que le président de la République viole la Constitution parce que cette déclaration vient de Mme Élysée Odia. Je n'ai pas confirmé, j'ai repris les propos de Mme Élysée. Alors, analysons le fait. Allons-y. Et le fond même du dossier. D'abord, je voudrais commencer par poser un tapis réflexionnel sur cette question de l'expédition des affaires courantes de membres du gouvernement, etc. Vous savez, il faut que les gens comprennent et que les gens arrivent par moments à faire une démarcation entre le statut du président de la République à celui du chef de l'État. Je voudrais faire un petit rétropédalage par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Encore une fois, vous avez évoqué le principe des séparations de pouvoir de Montesquieu. C'est le président de la République qui est lié à ces principes. Parce que quand vous lisez cette constitution que vous avez évoquée tout à l'heure, on cite le nombre des institutions de la République. Effectivement. Le président de la République, le gouvernement, les parlements et les cours et tribunaux. En effet. C'est-à-dire, sur ce point-là, les présidents de la République, en tant qu'institution, se placent sur le même pied d'égalité que le gouvernement, que le parlement et le cours et tribunaux. Et par voie de conséquence, le président ne peut pas s'interférer. Mais au-delà de son statut du président de la République, cette même constitution lui reconnaît
le privilège d'être un chef de l'État. C'est-à-dire, quand on est chef de l'État, on est chef du gouvernement, on est chef du Parlement, on est chef de cours et tribunaux. C'est comme ça que je l'ai considéré comme l'autorité archétypale de la République. Oui, c'est lui qui présente les paradigmes référentiels de la gestion du pays. Mais s'il vous plaît, ces pouvoirs-là sont réglementés. Non, mais malheureusement, vous ne restez que sur le corpus constitutionnel, sur le texte que vous voyez. Mais au-delà du corpus, la Constitution a une âme. La Constitution a un esprit que vous ne scrutez pas, malheureusement. Je voudrais, bien avant de vous expliquer même le sens. Un esprit que même la Cour constitutionnelle ne voit pas. Non, mais parce que l'arrêt de la Cour, il est clair, l'arrêt de la Cour. Je crois que le président de la République a agi d'abord comme un chef de l'État. S'il vous plaît, mais laissez-moi quand même continuer. Sinon, vous aurez à me faire perdre le fil d'idée. Allez-y. J'essaie de comprendre. La seule intention ultime d'un chef de l'État, c'est effectivement ce qu'il a dit, les saluts du peuple. Cette constitution que nous avons aujourd'hui, c'est vrai que c'est cette constitution qui détermine le principe des gestions, le principe directeur, la répartition de compétences des organes de l'État, ça consacre même les droits et libertés fondamentaux de citoyens, etc. Mais au-delà de ça, cette constitution est tellement ballottable au regard de certaines circonstances politiques qui arrivent, malheureusement. Je vous donne un cas de figure. Lorsque un coup d'État s'opère dans un contexte de la gestion d'un État, la gestion normale, eh bien, cette constitution ou l'ordre constitutionnel disparaît. Il nous arrive par moments de s'en tenir sur le délai de la constitution par rapport à l'organisation des élections, comme ça a été le cas pour l'organisation du scrutin du 20 décembre 2023. Mais les cas fortuits arrivent aussi. C'est-à-dire, vous pouvez prévoir d'organiser les élections le 20, alors les 19, on connaît une sorte de catastrophe naturelle qui tue les Congolais, qui effondre les différentes parties du territoire de notre pays. Croirez-vous vraiment que nous allons organiser les élections le lendemain de cette catastrophe naturelle? C'est juste pour vous dire, les législateurs suprêmes, lorsqu'ils élaborent le texte, il y a toujours une marge non visible pour prendre en compte les possibilités imprévues. Oui, mais dans ces dossiers, quels sont ces cas de force majeure? Non, mais je voudrais simplement, je ne sais vraiment pas pourquoi. Moi, je vous rappelle par exemple que quand Mozitou démissionnait à l'époque, on était quasiment dans le même cas de figure. Pourtant, le président de l'époque n'a pas demandé au gouvernement démissionnaire d'assurer les affaires courantes. Mais vous avez évoqué les cas de Adolphe Mozitou. Moi, je vais vous évoquer les cas de Édouard Philippe, le Premier ministre français. Lorsqu'ils étaient démissionnaires, l'Élysée a décidé de le maintenir pour expédier les affaires courantes. Finalement, je ne sais pas quel est le problème. Non, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut situer le problème? Est-ce que le problème, c'est le fait, s'il vous plaît, est-ce que le problème, c'est le fait que le président de la République leur a demandé d'expédier les affaires courantes? Non, le problème, c'est l'incompatibilité de fonctions. Mais justement, il n'y a pas de compatibilité. Excusez-moi, mais aujourd'hui, M. Samalou Konde, par exemple, ou M. Jean-Pierre Liaou, ou M. Patrick Mouyaya, ont quel statut? Sont-ils excellences ou honorables? Et le président de la République va plus loin. Je ne sais pas, c'est peut-être dans ses fonctions de chef de l'État, mais il va plus loin pour définir, lui, qu'il ne sera pas question des doubles émoluments, des doubles salaires, pour être simple. Sur base d'aucun texte, rien du tout. Moi, j'ai eu l'impression que c'était la volonté d'un homme qui conduisait la République. Encore une fois, vous êtes tendancieux. Je ne suis pas tendancieux. Non, mais le problème que vous avez évoqué, en réalité, ne devrait même pas être un problème au menu de notre discussion, parce que la Constitution a résolu ce problème. Allez-y. Ici, on ne peut pas, dans le cas de figure, évoquer un problème d'incompatibilité. Que dit l'article 110, alinéa 3e et 4e même? Je cite. Toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. La première notion, le mandat d'un député national est un mandat suspensif. Et la suspension d'un mandat du député national intervient lorsque celui-ci
occupent des fonctions au sein du gouvernement. Tel est le cas du gouvernement Sama. Et puis de deux, la Constitution dit qu'il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible. Déjà, dans cette nouvelle législature, vous et moi, nous savons que le député national venait déjà, les députés nationaux venaient déposer leur acte de validation de mandat, c'est déjà fait, c'est-à-dire ils sont députés de plein droit. Donc, ils ont non, mais s'il vous plaît. Parce que laissez-moi finir. C'est une démarche réflexionnelle. Je vous relance. Il faudrait que je reste orthodoxe pour que les gens qui nous suivent comprennent la logique de la réflexion. Je suis d'accord avec votre pédagogie. À tout moment. Je suis d'accord avec votre pédagogie. Mais permettez que je conduise les débats. Je vous relance. L'article 110, je suis d'accord avec ça, donne la possibilité à un élu, à un représentant du peuple, d'aller travailler au gouvernement, d'aller siéger au gouvernement. Mais il y a un règlement également qui veut que, avant de valider le mandat, on doit démissionner. Il y a même eu un communiqué de l'Assemblée nationale donnant 8 jours, un délai, un moratoire de 8 jours au membre du gouvernement. Monsieur La question, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'on a validé aujourd'hui les mandats des députés qui n'avaient pas démissionné. Monsieur Elie, le problème, c'est que vous posez bien le problème. Oui. Vous posez bien la question. Mais il y a certaines réalités dans ce problème qui vous échappent. Allez-y, dites-moi. Non, mais quand est-ce que les députés ont validé leur mandat électif? Est-ce que c'était avant le délai de 8 jours accordé au niveau de l'Assemblée nationale ou après? C'était avant. Ça veut dire qu'ils sont d'abord reconnus comme députés au niveau de l'Assemblée nationale. Non, du moment où le président leur demande d'expédier les affaires courantes, alors ils cessent d'user de leur mandat électif au regard de l'article 110 tel que je viens de le lire. Maintenant, quelle est la conséquence qui va s'en suivre? Le député a tout naturellement un premier suppléant et un deuxième suppléant. Évidemment. C'est le premier suppléant qui va prendre le relais de ces députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. C'est plus simple que ça. Et même si nous revenons dans le cas du gouvernement, parce qu'il faudrait aussi analyser le contexte ou la particularité de la cessation de fonction de ces gouvernements Sama. Le gouvernement Sama devient démissionnaire parce qu'il y a une nouvelle législature qui commence. Le gouvernement Sama devient démissionnaire non pas parce qu'elle a été frappée par une motion de censure au niveau de l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. Le gouvernement Sama reste là, effectivement, parce que le délai ou le cours normal de la législature passée vient déjà de se terminer. Et par voie des conséquences. Parce que très généralement, les gens oublient. Le fait d'expédier les affaires courantes découle du principe sacro-saint de la continuité de l'État. Parce qu'il y a une obligation de standstill, l'État fonctionne comme une aiguille de la montre. Il y a des problèmes, il y a des besoins que nous devons ipso facto résoudre. Et pour ça, il faut qu'il y ait des organes de l'État qui doivent travailler. Comme les secrétariats généraux, par exemple. Non mais écoutez, le président de la République estime, parce que ce ne sont pas les secrétaires généraux qui ont tenu justement la gestion de ces secteurs pendant un temps. Ça, c'est un volet que je vous ai présenté. Justement, il y a aussi, les caractères urgents de la problématique insécuritaire que nous avons aujourd'hui. À quel moment ces caractères urgents-là, comment je vais dire, doit passer devant? C'est à quel moment? Moi j'ai envie que vous me donniez une référence, par exemple. Non, mais écoutez. On n'est pas dans un état d'urgence. Vous savez, surtout, non mais s'il vous plaît, la nation. Non mais l'état d'urgence. On n'est pas à l'état de guerre. L'état d'urgence est un état qui ne se déclare pas. C'est un état qui se constate. Nous sommes dans un état d'urgence. Nous sommes dans un état d'urgence. Mais le fait qu'on tue le Congolais, le fait que notre territoire est occupé par le groupe rebelle, le fait que le Congo... Ça, c'est juridiquement nouveau. Non, mais l'état d'urgence est un état de fait et non de droit. L'état d'urgence, c'est un régime qui se constate et qui ne se déclare pas. Qui ne constate pas la mort, je dirais même la recrudescence de l'insécurité dans la partie Est? Si ce n'est pas vous, monsieur Elie Bondonga.
Vous êtes ignorant. Donc, on Mais peut c'est le dire... génocide le plus grand de Donc, l'histoire le de l'humanité. Congo est en guerre Non, mais le contre Congo. le Rwanda. Non, mais là, mais encore une fois. On n'a Non, mais on n'a pas pris une non, mais s'il déclaration vous de plaît, guerre. là, vous avez pris un raccordement très frauduleux. Non, pas du tout. Mais allons-y dans ce terrain-là. Oui, nous sommes en guerre. Encore une fois, la guerre est un fait réel. Donc, on doit se comporter comme un État en état de guerre. Mais déjà, on est dans un état de guerre. Sans déclaration de guerre. Non, mais écoute, je vous ai dit, encore une fois, je me répète, la guerre, d'abord, est un fait réel. Bien après que le président déclare la guerre au moyen de procédures requises par la Constitution, préalablement recevoir l'avis du Conseil de sécurité et défense, tout justement, réunir le Parlement en congrès et s'adresser au peuple. Mais avant, et c'est ça mais s'il vous plaît, non mais avant cette, s'il vous plaît, mais avant cette formalité constitutionnelle, la guerre est là et elle produit ses effets. Est-ce on déclare la guerre avant la guerre ou on déclare la guerre après la guerre? Sincèrement, ça me fait très peur cette façon que vous avez aujourd'hui de traiter cette constitution. Ah ben, écoute, vous la traitez de formalitaire. Le président lui-même estime qu'il y a des réformes à faire. On a peur. Est-ce qu'on arrivera à ces changements de la constitution? Monsieur Elie, je suis un constitutionnaliste. J'ai étudié cette constitution pendant 5 ans. C'est pourquoi d'ailleurs à l'université. Mais pour effectivement, mais moi je vous invite à une transcendance. Vous restez figé dans la lecture littérale de la Constitution. Non, mais vous faites de la doctrine. Non, mais justement, non, mais effectivement. Vous faites de la doctrine. Mais la Constitution. Ce n'est pas consensuel. La Constitution, c'est aussi une étude. Je suis d'accord. C'est aussi une science. Donc, ce n'est pas pour rien en droit public interne. Il y a une branche qu'on appelle le droit constitutionnel. Dans ce cas-là, permettez que je ne sois pas d'accord avec vous. Non, mais malheureusement, vous n'êtes pas dans le pragmatisme constitutionnel. Je vous ai dit qu'au-delà de texte, la Constitution a une âme. La Constitution a un esprit. Vous ne savez pas qu'il existe ce qu'on appelle la coutume constitutionnelle, n'est-ce pas, de pratiques et des usages qu'on utilise dans un esprit constitutionnel non reproduit par les textes. Ce sont des choses qui se font. Malheureusement, vous ne voulez pas que dans ce débat, nous puissions évoquer effectivement le cas de la doctrine, le cas de la coutume constitutionnelle. Pourtant, le droit constitutionnel fonde sur ces piliers-là. Faisons le vrai débat et faisons-le bien. Je peux vous poser une question? Allez-y, je suis là pour ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle? L'arrêt de la Cour sur l'incompatibilité, justement. Non, mais je vous ai dit, est-ce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut pas être en contradiction avec la Constitution? L'arrêt de la Cour. Non, ne peut pas. Que cet arrêt-là est contradictoire à la Constitution. Non, moi je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça ne peut pas être contradictoire à la Constitution. Oui, bon, mais je vous ai posé la question. Quel est le vrai problème? Vous avez du mal. Mais je vous ai dit que le problème de l'incompatibilité est résolu. Mais comment est-ce que la Cour... Dans l'article 110 de la Constitution. Expliquez-moi comment la Cour constitutionnelle n'a pas eu la présence de comprendre l'esprit de l'article 110. Elle qui est constituée pour interpréter la Constitution. Mais malheureusement. Consentons-nous que face à votre interprétation et à celle de la Cour constitutionnelle, d'ailleurs la Constitution le prévoit, on doit s'accorder et se soumettre à l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Parce que ces arrêts sont opposables. Monsieur Elie, n'est-ce pas là que le président de la République s'est opposé à l'opposabilité des arrêts de la Cour constitutionnelle? Vous évoquez de notions très délicates et des notions qui nécessitent une certaine réflexion approfondie, notamment la question de l'interprétation de la Constitution. Nous avons le temps. Et cette question nécessite des méthodes et des principes. Il y a par exemple le principe de fin utile que beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a le principe par exemple du sens éclairé, le principe du but recherché. C'est-à-dire qu'il y a certaines dispositions dans la Constitution que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne scrutez pas le projet de la Constitution. Là où on élabore les exposés de motifs, les raisons pour lesquelles on a élaboré chaque disposition de la Constitution. Mais c'est le travail de la Cour constitutionnelle. Non, mais justement, je vous dis, ici, on n'est pas dans... Ici, on n'est pas dans un contexte de l'interprétation de la Constitution. Il existe un arrêt. Non, mais justement, il y a un arrêt. Et le président de la République s'est mis cet arrêt au dos. Le président de la République a décidé de faire a agi en tant que garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Avec la seule intention ultime, assurer la continuité de l'État. Il y a un nouveau gouvernement qui arrivera.
Et il va travailler en bonne et due forme et conformément aux compétences reconnues au niveau de la Constitution. Et ces débats-là vont s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi on veut rester stagné sur quelque chose qui est tellement... Parce que non, mais moi, je veux vous le dire, ça donne l'impression qu'on rentre là. Heureusement que vous dites, ce n'est qu'une impression. Oui, je suis encore rassuré. Effectivement, ce n'est qu'une impression. Je suis très rassuré. Qu'on entre là dans une ère quelque peu monarchique où on a tendance à voir que la volonté d'un homme suffirait pour faire du droit, pour faire de l'état de droit. J'ai vraiment l'impression et le président de la République a même dit qu'il n'aimerait pas avoir ces débats juridiques qu'il a qualifiés de juridisme. Non, mais c'est parce qu'il est président de la République, c'est parce qu'il est chef de l'État. Donc il peut zapper l'arrêt de la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît. Il peut zapper l'arrêt. Vous ne faites que me poser des questions tendancieuses. Et vous me coupez à tout bout de champ. Allez-y, je vous donne du temps. Non, mais le président de la République... 5 minutes, on va je passer vous ai dit que le président de la République est dans le pragmatisme constitutionnel. Et pas la Malheureusement, vous restez dans une sorte d'interprétation littérale. Vous interprétez la Constitution parce que vous savez lire le français. Ah non, moi, je n'interprète pas. Non, mais vous restez dans une position tendancieuse. Moi, je vous présente l'arrêt de la Cour constitutionnelle, par exemple. Non, mais moi, je vous dis qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Nationale. Bien au contraire, le président a préservé le principe de la continuité de l'État pour le salut du peuple. Il n'y a pas lieu de faire un débat interminable sur des choses qui sont tellement claires comme de l'eau claire dans un verre clair. Merci beaucoup. Je rappelle que je reçois M. Manix Yenda. On est en train de décrypter le point de presse, des briefings spéciaux du président de la République devant la presse. Un autre sujet sur lequel j'ai trouvé ramolli le président de la République, comparablement au candidat à la campagne, c'est les sujets sécuritaires. Un confrère, je crois Marius Monga, a posé la question sur le fameux mot de l'escarmouche. Et le président de la République, probablement très assagi, a dit qu'il était sage de ne pas déclarer la guerre en ce moment. Est-ce que, en tant que candidat, le président a menti ou en tant que président, il a juste pris de la sagesse? Je ne reste pas dans votre logique autant suicidaire. Moi, je voudrais réfléchir à ma manière parce que je suis un indépendant. Pourquoi vous me collez des étiquettes? Non, mais c'est parce que vous êtes tendancieux. Non, mais je pose des Quand questions. il s'agit de propos du président de la République, pourquoi je serais tendancieux? Une certaine... vous dénaturez le propos du président et même les postures réflexionnelles du président de la République. Écoutez, sur cette question, le président était très clair, s'il vous plaît. L'escarmouche, c'est le président. Ben, mais le vrai débat... Les vrais débats... Top Congo, c'est le président. Qui dit qu'à une seule balle, le lendemain, je réunis les chambres. C'est le président. Vous le faites si bien, hein, cet exercice, je vous le concède. Mais laissez-moi vous interpréter la pensée du président. Allez-y. Le président nous a soumis devant deux dilemmes. Et il a été très clair sur cette question. Il dit, si il est nécessaire d'avoir la paix sans effusion de sang, alors j'opterai pour la paix. Et cette paix sera précédée par un certain nombre de méthodes. Méthodes d'échange, de dialogue, initiées par un certain nombre de chefs d'État au niveau de l'Afrique, notamment le cas du président de l'Afrique du Sud, qui a initié cette possibilité d'échanger entre la RDC et le Rwanda, encore que le président de la République n'a pas remis en cause le fait de discuter avec le Rwanda, parce que le Rwanda, c'est lui l'instigateur du M23, c'est le Rwanda qui crée de la désolation sur le territoire congolais. Et le président trouvera de l'opportunité pour poser la question claire à M. Kagame, qu'est-ce que tu veux de mon pays? Pourquoi tu tues mes compatriotes congolais? C'est cela la question de base. Alors, le deuxième volet de cette question, le président nous a encore dit, si pour avoir la paix, il faut faire la guerre, alors on fera la guerre. C'est les deux pôles. Mais là, nous sommes dans une phase de vouloir la paix sans une effusion de sang de plus au moyen des traditionnalismes politiques africains proposés par les homologues du président de la République. Donc il a changé sa posture. Non, mais pas du tout. Le président, je ne sais vraiment pas pourquoi vous êtes aujourd'hui autant sélectif. Non, je suis Mais le président n'a pas changé sa position parce que la position du président de la République est celle de la paix. Et pour la paix des Congolais, s'il faut faire la guerre, on va faire la guerre. Pour la paix des Congolais, s'il faut faire le dialogue avec le Rwanda, on va dialoguer pourvu que cette hémorragie de l'insécurité s'arrête. C'est ça son combat. Dans quel contexte mettez-vous? Parce que le pouvoir de M. Tshisekedi n'est pas tenu par le sang.
contrairement à M. Kagame, qui a un pouvoir et qui a même le luxe de pouvoir voir le sang d'un peuple aussi voisin que son pays au profit d'un pouvoir politique qui va se terminer un jour. Le président Tshisekedi n'est pas un sanguinaire, il n'est pas un cannibale, c'est un démocrate, c'est un homme de la paix et il reste sur ses valeurs. Je suis totalement d'accord. Et Kagame, c'est même pas mon sujet. Moi, je veux juste savoir, comprendre. Parce que la démocratie, on dit, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Exact. Le moment électoral est un moment de confiance. Exact. Ça veut dire que les candidats amènent un programme politique. Le peuple choisit un programme politique. Donc, dans la démocratie, la notion de la confiance est une notion fondamentale. Exact. Dans quel contexte comprenez-vous cette interview, cet extrait de l'interview du président de la République sur Top Congo, où il dit qu'à la moindre escarmouche, il réunirait les deux chambres et il attaquera? Je reviens sur cette question. Un électeur, j'ai fini, un électeur qui vote le président de la République pour cette phrase-là, et qui regarde l'interview, la réponse du président de la République hier, pour la même question, dans quel état doit-il être? Je voudrais prendre d'abord le premier volet dans cette question. Pourquoi le président de la République ne déclare-t-il pas la guerre dans ce contexte précis? Effectivement, parce que les conditions ne sont pas réunies. Lesquelles? Je vous ai dit, il faut d'abord l'avis favorable du Conseil de sécurité et de défense. La première des choses. Deuxièmement, il peut réunir le Conseil s'il vous plaît, allez-y, non mais laissez-moi continuer. Allez-y. Il faut réunir les deux chambres du Parlement en congrès. Les deux chambres sont là? Non mais le moment que nous avions, ou le moment où nous voulons déclarer la guerre, malheureusement, les deux chambres ne sont pas réunies. Le Sénat n'est pas encore définitif. Ah oui. Non, mais le principe de continuité, vous l'utilisez quand ça vous va. Voilà. Parce que le principe de continuité de l'État fait que le Sénat est là. Le Sénat est là. Alors, d'où est-ce que vous puisez cette réflexion? Vous qui restez textuel et esclave de textes juridiques de notre pays. Alors là, vous me faites confiance par rapport au pragmatisme constitutionnel. On est d'accord, je comprends. Vous revenez dans ma logique. C'est-à-dire, le Sénat n'est pas encore constitué de manière légale pour réunir les deux chambres afin de déclarer la guerre. Ces conditions-là ne sont pas réunies. Et de l'autre côté, puisque vous avez dit dans quel état je pouvais prendre le discours du président de la République lorsqu'il a évoqué le cas de l'escarmouche, etc. Et effectivement, le président de la République a rétabli la confiance nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre. Mais vous ne voyez pas qu'il y a eu plusieurs dimensions complémentaires à la réalité militaire qui s'ajoutent dans ce contexte de la guerre contre le Rwanda ou le M23, notamment la dimension de l'intégration communautaire. Le peuple a pris à bras-le-corps le problème de l'insécurité et le peuple congolais reste debout. Vous avez vu comment est-ce que le peuple congolais s'est mobilisé tous azimuts pour dire non au Rwanda, pour dire non aux rebelles du M23. Deuxième dimension, il y a la dimension de la communication. Nous avions vu une communication homogène, relayée par un geste de deux doigts à la tête, main sur la bouche, pour dénoncer effectivement la passivité de la communauté internationale. Mais donc, quelles sont les conséquences positives, hormis même l'implication diplomatique du gouvernement congolais que je n'ai pas cité, qui font partie justement de choses qui ont changé le narratif de la communauté internationale. Tout à l'heure, ou quelques jours passés, vous avez suivi la déclaration des États-Unis lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis, la France, l'Union européenne, aujourd'hui, ils sont d'accord, le discours change. Aujourd'hui, le Rwanda est responsable. On a même... Non mais écoute... Ça date pas d'aujourd'hui. Mais on a des rapports des Nations Unies. Vous vous souviendrez encore... Malheureusement, on n'arrête pas la guerre. Vous vous souviendrez encore de la déclaration... Parce que vous voulez le vendre un peu extraordinairement? Non, mais je voudrais tout simplement vous dire qu'il y a un effort qui est fait en amont et qui produit des résultats positifs qui nous laissent dans une démarche de la paix sans effusion de sang. On peut bien faire la guerre. Est-ce que vous avez entendu la déclaration du dimanche passé de M. Paul Kagame sur la RDC? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le pouvoir de Kinshasa menace de renverser le pouvoir de Kigali. Pensez-vous que M. Kagame peut le dire sans pour autant réaliser la force en termes de matériel militaire qu'a la RDC aujourd'hui, comparablement du temps passé? Vous avez vu la déclaration
du M23 lorsqu'il demande le dialogue avec le gouvernement congolais avec la seule condition de démilitariser la ville de Goma. Vous pensez vraiment que les gens là du M23 ne sont pas conscients de la capacité en termes de munitions que la RDC a aujourd'hui par rapport au temps passé? Le Congo d'aujourd'hui n'est pas à comparer avec le Congo d'hier. Je suis très content d'avoir un président aujourd'hui qui se place pratiquement sur le même diapason que Mosé Laurent Désiré Kabila. Un président patriote, un président nationaliste. Mosé Laurent Désiré Kabila nous a dit ne jamais trahir le Congo. Encore une fois, c'était dans le même vicissitude avec le Rwanda comme un État agresseur, un État infiltré, un État voyou, un État espion. Et qu'a dit M. le Président Tshisekedi? Je suis prêt à mourir pour la sécurité de mon pays. Et donc aujourd'hui, le président de la République est véritablement la locomotive nationale et nous tous, en tant que citoyens congolais, nous devons nous ranger derrière le président pour bouter l'ennemi parce que le Congo restera notre pays avec nos richesses parce que ces richesses viennent des dieux. C'est un don pour le Congolais et c'est à nous de se prévaloir, de bénéficier de ces richesses et non d'un État voleur. Le président de la République, on est vraiment en train d'arriver à la fin, je crois qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Le président de la République a plébiscité les efforts de dénonciation à nos côtés contre cette agression des États-Unis. Il a même cité la France, qui a changé le narratif. Il a comparé aujourd'hui les déclarations françaises aux dernières déclarations du président Macron quand il était au passage en République démocratique du Congo. Mais aussitôt qu'on plébiscite, aussitôt, il existe un protocole d'accord que l'Union européenne, dans laquelle la France participe et existe, signe avec le Rwanda pour la chaîne des valeurs des matières premières, d'ailleurs, qu'il n'aurait pas. Mais dissocions les responsabilités des posture naïve diplomatiquement. Pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts, avec notre appareil diplomatique, à comprendre nos vrais ennemis? Non, mais d'abord, vous ne pouvez pas dire que la RDC n'est pas encore prête. Non, pas du tout. La RDC est prête à faire le partenariat diplomatique avec un État qui se montre sincèrement un État ami, autant pour un organisme international. Si l'Union européenne s'inscrit dans une logique de soutenir un État barbare, je parle du Rwanda, libre à eux. Et vous avez vu, c'est la France. Non, mais malheureusement, dans l'Union européenne comme organisation, il y a des États membres qui souscrivent dans une autre logique contraire à celle de l'Union européenne. C'est cela le paradoxe. Donc c'est juste pour vous dire que le vrai problème ici, c'est que le président de la République dénonce la passivité, effectivement, de ce qu'on dit souvent la communauté internationale, de multinationales qui passent par moments par le biais de certains organismes internationaux pour se servir du pont qu'on appelle le Rwanda afin de piller les ressources de notre pays. Vous savez, le plus grand problème entre la RDC et le Rwanda, c'est un problème d'intérêt. M. Tshisekedi veut tout simplement que si un État puissant qu'il soit veut exploiter nos richesses, qu'il vienne de manière officielle vers le Congo comme un État indépendant, faire le contrat, déterminer les termes de référence dans la clause de ce contrat et déterminer le contrat proprement dit. Comme on le fait aujourd'hui avec les Chinois. Mais malheureusement, et le président, justement comme on le fait aujourd'hui avec les Chinois, d'ailleurs le président de la République nous a permis de redéfinir le contrat chinois. Un contrat qui nous a coûté beaucoup en termes d'exploitation, alors que la RDC n'a rien bénéficié jusque-là. Il fallait redéfinir parce qu'au départ, il y avait une très mauvaise gouvernance qui malheureusement a été diligentée par des gens qui ne sont pas malheureusement épris d'un amour du Congo. Et donc aujourd'hui, le président Tshisekedi voudrait négocier, faire le contrat de développement, coopérer avec tout État qui, à la limite, aura le respect de la souveraineté de notre pays. On veut d'un contrat gagnant-gagnant. Vous voulez de nos minéraux? Alors nous, on a besoin de routes. Vous voulez de lithium pour la fabrication de batteries électriques parce que nous en avons une quantité incommensurable. Nous avons besoin de créer des industries pour le boostage de notre développement économique. C'est cela le deux intérêts. C'est comme ça qu'on coopère comme des États normaux et non des États voyous. Malheureusement, le Rwanda et ses colistiers voudraient faire du Congo un lieu de pillage pour détruire tout un peuple qui devrait en réalité se bénéficier
bénéficier plutôt de ces ressources naturelles qui, du reste, demeurent un don de Dieu. J'ai beaucoup aimé son ton agressif face à cette hypocrisie. Vous aimez bien ce qui est agressif. Enfin, Quand on parle de la paix, vous voyez que je ne suis pas tendancieux. Vous voyez que je ne suis pas tendancieux. Quand je suis d'accord avec le président, je le dis. Quand je ne le suis pas, je le dis également parce que nous sommes en démocratie. J'ai beaucoup aimé, donc je disais, son ton agressif face à cette hypocrisie de la communauté internationale, enfin, on va dire de l'Union européenne pour le cas échéant. Et le président a dit qu'il va tout faire pour faire échouer ces protocoles d'accord, qu'il considère comme un acte de dégradation de la matière première parce qu'on ne peut pas traiter avec un reseller. Vous, en tant que juriste, quelles sont les procédures judiciaires? Ce sera la dernière question et vous prendrez le temps pour dire votre dernier mot également, qu'on peut entamer pour faire échec à ces protocoles. Non, mais je ne voudrais même pas prendre l'angle judiciaire. Oui. Bien au contraire, je voudrais peut-être prendre l'angle diplomatique. Allez-y. Parce que la RDC va devoir présenter son veto politique. Il va faire son plaidoyer auprès des États membres de l'Union européenne pour, effectivement, se désolidariser de cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Ce n'est qu'une démarche diplomatique. Non, mais pourquoi ne pas le faire après? Parce que cet accord est fait après. Donc, ne reprochons pas à la RDC dans sa posture de vouloir arrêter le mont qui ronge notre pays. Peu importe le temps, le plus important, c'est d'arrêter l'hémorragie de l'insécurité de l'Est. Aujourd'hui, le Congo est le pays qui connaît les génocides le plus barbares de la planète. Il faut que le sang qui coule de Congolais s'arrête à un niveau. Et donc aujourd'hui, moi je suis rassuré parce que nous avons un président qui demeure debout et un président qui compte sur son peuple parce que le peuple congolais est derrière le président. C'est cela le plus important. Le Congo ne sera pas balkanisé, mon frère Elie, je peux vous le rassurer. Nous allons réunifier notre Congo. La victoire est certaine. C'est comme ça que je voudrais lancer un appel aussi patriotique à tout le peuple congolais de demeurer debout. Avec notre résilience, notre abnégation, notre détermination, notre engagement patriotique et nationaliste, mais aussi avec notre capacité de dire non à l'ennemi. Le Rwanda n'aura pas le Congo. Même pas dans un rêve. Je peux vous le rassurer. Cette émission est terminée, mesdames, messieurs. C'était un plaisir de vous recevoir. Sentiment partagé. Monsieur Manix, vous êtes toujours le bienvenu. Oui, aujourd'hui, vous avez été un peu taquin et je comprends pourquoi vous me l'avez prévenu au début de l'émission. Bah, je faisais que poser des questions que le Congolais s'épouse. Mais dans la posture de quelqu'un qui... J'ai surculé depuis que le président de l'Afrique a pris parole. J'ai vu les débats dans les réseaux sociaux et j'avais envie de le faire vivre sur ces plateaux. Et je savais que vous serez à la hauteur pour reprendre nos questions. Heureusement. Chose que je vous dis. Vous avez été à la hauteur. C'était un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir également de vous servir, mesdames, messieurs. C'était donc Choc d'idées. N'oubliez pas de vous abonner dans Eco Télévision, partagez. Ne regardez pas cette émission seule parce que l'objectif, c'est confronter les idées et que par cette confrontation-là, la lumière jaillisse. J'espère qu'on vous a édifié, qu'on vous a aidé. Je vous retrouve prochainement avec un autre invité, avec le même plaisir. À bientôt.